Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, un triste anniversaire. Il y a 10 ans, jour pour jour, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia balayait la côte atlantique. 47 personnes sont mortes en France, particulièrement en Charente-Maritime et en Vendée. On va en parler avec la sénatrice centriste de Vendée, Annick Billon. Elle est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. On reviendra avec elle sur le bilan du Salon de l'Agriculture qui s'est tenu cette semaine. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis, vous l'avez vu cette semaine, nous avons suivi la campagne des municipales du côté de la Normandie. Nous étions notamment au Havre et à Rouen. Notre journaliste Samia Dechir viendra nous raconter ce qu'elle a vu. Et puis enfin, dans le club des municipales, on parlera de la campagne. On fera un point notamment sur les listes. Elles ont été déposées. Ça y est, les candidats avaient jusqu'à hier 18h pour le faire. Combien de candidats? Quel profil y aura-t-il des communes sans candidat? On va en débattre. Et puis on fera un point également sur la campagne à Avignon avec nos partenaires de Vaucluse Matin. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 28 février. Le nombre de cas de coronavirus se multiplie en France. 38 cas, dont une douzaine dans l'Oise. Ce sont des proches des personnes déjà infectées. On compte également plusieurs cas en Haute-Savoie. 5 mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, l'entreprise est mise en examen pour sa responsabilité dans les dégâts environnementaux causés par l'incendie. La commission d'enquête du Sénat sur l'évaluation de l'intervention des services de l'État dans ce sinistre poursuit, elle, ses auditions. Elle doit rendre ses conclusions début avril. Et puis Air France prévoit une baisse de ses effectifs de 1500 personnes d'ici fin 2022. Baisse des effectifs qui concerne le personnel au sol et se fera sans départ contraint ni plan de départ volontaire, mais par des non-remplacements de postes. Et on débute donc avec la sénatrice du jour élue de Vendée, siège dans le groupe Union Centriste. Bonjour Annick Billon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va bien sûr revenir largement sur cet anniversaire, ces 10 ans de la tempête Xynthia. Mais d'abord un mot sur ce coronavirus qui inquiète la France. Le nombre de cas se multiplie, 38 désormais. Est-ce que la France est prête à faire face à l'épidémie ? Écoutez, la France, jusqu'à aujourd'hui, a géré de manière exemplaire cette épidémie de coronavirus. On l'a vu avec le rapatriement de Chine notamment, des rapatriements qui ont été aussi assurés pour certains pays d'Europe. Donc aujourd'hui, on a les informations. Le gouvernement donne des informations. Il a adressé un courrier, le préfet a adressé un courrier à tous les maires et élus, notamment en Vendée. Donc je pense que l'hôpital public français et le système de santé français est assez bien armé pour réagir à ce type d'épidémie. Avec suffisamment de moyens, suffisamment de personnel. On a entendu le cri d'alarme hier des médecins, notamment à la Pitié-Salpêtrière où Emmanuel Macron était en visite. Pour vous, il y a suffisamment de moyens, suffisamment de personnel à l'hôpital pour faire face à une épidémie qui pourrait être de grande ampleur? On a les compétences. On a un hôpital public qui est exemplaire. Après, y a-t-il suffisamment de moyens? La question peut se poser. On voit les retraites, les différents mouvements sociaux qu'il y a pu avoir au sein de l'hôpital à juste titre peuvent démontrer que oui, on peut être en déficit de médecins, mais de toute façon, on a les compétences. Donc après, il va falloir organiser sur le territoire et dans tout le territoire, parce qu'on le voit bien, la Haute-Savoie a été aussi touchée il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus. Avec donc, des cas encore aujourd'hui. Il ne faut pas que les compétences, elles soient essentiellement à Paris. Il faut que les centres de dépistage, les centres d'évacuation, on va dire, ou de confinement, puissent être répartis sur toute la France, parce que toute la France peut être concernée. Dernier mot sur les élus. Vous, dans votre département de Vendée, dans votre région des Pays de la Loire, les élus sont suffisamment informés, pas d'inquiétude, les procédures à suivre sont connues? Les procédures à suivre sont connues, les élus et le système de santé est bien entendu informé. Pour l'instant, il n'y a pas de vent de panique sur la Vendée concernant le coronavirus. Nous sommes vigilants, forcément. Les personnes en responsabilité seront vigilantes, mais pas de panique, non, en Vendée. Le gouvernement a démontré jusqu'alors qu'il faisait ce qu'il fallait et également qu'il donnait l'information de manière claire et précise aux personnes concernées.
Allez, on va revenir sur cette tempête, Xynthia. On va consacrer une large partie de cette demi-heure avec vous sur ce triste anniversaire. Il y a 10 ans, jour pour jour, la tempête Xynthia frappait la côte atlantique et particulièrement les départements de Charente-Maritime et votre département de Vendée. Quel souvenir vous gardez de cette nuit du 27 au 28 février 2010 ? C'est assez surprenant en réalité, le début de cette journée, le samedi. Le samedi, il y a une alerte rouge. Une alerte rouge, moi-même je suis élue à ce moment-là au Château d'Olonne, adjointe à l'urbanisme. On a une alerte rouge, il y a des tempêtes, nous habitons au bord de mer, il y a des tempêtes. L'alerte rouge, bon, il va y avoir des vents puissants. Donc tout le monde a continué à vivre et à se préparer à une tempête. On limite ses déplacements, rien d'extraordinaire pour le littoral, mais c'est dans la nuit, et c'est dans la nuit que le scénario a basculé véritablement, puisque avant de venir sur ce plateau, j'ai souhaité me remettre un petit peu dans cette situation d'il y a 10 ans, et j'ai rencontré le colonel Montaletan la semaine dernière et le maire de l'Aiguillon, Maurice Milsan. Et c'est vrai que chacun a vécu ça différemment, on le sent bien. Chacun a vaqué à ses occupations jusqu'à 3 heures du matin. C'était une tempête. Le colonel Montaletan disait, nous, l'après-midi du samedi, on s'est préparé pour une tempête, c'est-à-dire les moyens répartis sur tout le département. Et personne ne s'attendait à ça ? Non, parce qu'il y a eu trois phénomènes qui ont fait que cette tempête a pris une mesure particulière, c'est-à-dire des vents extrêmement puissants, mais c'est une tempête, un coefficient de marée très élevé, 102, et une dépression extrêmement élevée qui a soulevé la mer. Donc un phénomène qui n'était pas forcément prévu, et qui n'a pas été prévu, et on le voit, il y a des choses qui ont été proposées après. Et je pense on va en parler, mais 10 ans après, est-ce que la blessure est toujours aussi vive dans votre département ? Écoutez, c'est une blessure extrêmement vive. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Dimanche, il y aura la cérémonie à Xynthia. Pour Xynthia, excusez-moi. Avec notamment la ministre Elisabeth Borne. Oui, la ministre sera présente. Cette cérémonie se passe tous les ans dans beaucoup de pudeur, en réalité. Les familles sont là, les proches des victimes. Il y a une grande émotion parce que ça a été de violence extrême, cette nuit, cette découverte. Et il y a beaucoup d'émotions parce que les familles sont très pudiques. Le colonel Montaletan et le maire de l'Aiguillon ne s'étaient jamais tellement exprimés lorsqu'ils sont venus et que je leur ai demandé de me parler vendredi dernier. Il y a beaucoup de pudeur autour de ça, de ce qu'ils ont vécu, et une grande admiration aussi. C'est l'occasion de me démontrer l'admiration qu'on a vis-à-vis de toutes les personnes qui sont venues secourir, les pompiers en premier, et la Croix-Rouge, la protection civile, toutes ces personnes, les victimes qui se sont transformées en bénévoles pour aider. Donc vraiment beaucoup d'émotions, et je dois dire qu'on a pleuré une partie du matin. Vous nous parlez de cette émotion, de cette pudeur. Comment il est appréhendé cet anniversaire ? Est-ce que quelque part on le redoute ou pas du tout ? Écoutez, moi tous les ans je redoute d'aller à la faute à cette cérémonie parce que je demande à mes collaborateurs de ne pas m'accompagner exceptionnellement. C'est un dimanche, je souhaite qu'ils se reposent. Et voilà, ça m'émeut énormément de voir toutes ces familles. Lorsqu'on donne les noms et des familles entières, des grands-parents, leurs petits-enfants, c'est effroyable. Voilà, la tempête, elle a traversé la France, mais elle a endeuillé véritablement la Vendée et la Faute-sur-Mer. Et bien justement, on va aller à la Faute-sur-Mer, la Faute-sur-Mer où le temps n'a pas effacé le cauchemar de Xynthia. En 2010, sur les 47 morts en France dues à cette tempête, la seule commune de la Faute-sur-Mer en compte 29. 10 ans après la tempête, et malgré les nombreux aménagements pour redonner vie à cette station balnéaire, la mémoire du drame est encore intacte et les blessures de Xynthia peinent toujours à se refermer. On va regarder ce reportage à la Faute-sur-Mer de Jonathan Dupriez. À l'Aiguillon, où elle habite désormais, Elisabeth Tabary prend grand soin de ses arbres. C'est des rescapés. Certains, comme cet olivier, figuraient dans son jardin avant la tempête Xynthia. Et là, c'est un souvenir de la faute.
J'attache beaucoup d'importance aux plantes et ça aussi c'est un souvenir de la faute. C'était la voisine qui m'a agi, il était tout petit. Vous voyez en 10 ans ce que ça donnait. Elisabeth Tabary était chez elle à la Faute-sur-Mer la nuit du drame. Comme de nombreux habitants de la Langue de Terre, entre océan et rivière, elle se retrouve prise au piège par la montée des eaux avec ses proches. On ne pouvait pas sortir, on était coincés. On voyait l'eau qui montait, donc il n'y avait aucun espoir. Hein. Quand ma famille a disparu, je me suis dit, bon, Elisabeth, c'est terminé. Allez, tu te laisses couler, ça sera plus rapide que d'attendre d'être noyée. Son mari et son petit-fils décèdent après plusieurs heures de lutte. Elle s'en sort par miracle. S'ensuivent des années de combat, entre deuil, démarches avec les assurances et batailles judiciaires. 10 ans après, pas un jour ne se passe sans qu'elle pense à la catastrophe. C'est important de ne pas oublier. Et puis c'est aussi un devoir de prévention. Parce que vivre dans le déni et dire ça va passer, non. Tandis que là, on est là en disant mais attention, danger. L'impératif de sécurité s'est imposé comme une évidence à Patrick Join. Élu en 2014 dans une commune déchirée quant à la responsabilité du maire précédent, il s'est efforcé de reconstruire les digues, 7 millions d'euros investis sur la durée de son mandat. Si la totalité des digues avait été mise au bon niveau avant Xynthia, on n'aurait pas eu 29 morts, tout simplement. Mais les deals restent lucides, ces aménagements ne peuvent pas à eux seuls exclure les risques. On a la chance d'avoir une digue de bonne qualité, solide, c'est le préalable nécessaire. Pour autant, il ne faut pas se cacher sur des situations de risque qui existent malgré tout. Autre priorité du maire, redonner un élan à une commune dévitalisée, à commencer par la zone du drame, surnommée par certains la cuvette de la mort. En 2017, cette étendue où 600 maisons ont été déconstruites a été transformée en golf. Pour Patrick Join, la commune a été redressée, mais l'édile ne se représentera pas en 2020 conformément à ses engagements. Son successeur devra donc solder les contentieux en cours avec les assurances qui refusent toujours de couvrir la commune pour indemniser les victimes. C'est aujourd'hui environ 1 600 000 euros. Alors aujourd'hui, l'État l'a payé. Mais naturellement, l'État un jour va dire mais il faut que la commune me rembourse sa part, c'est 50%. En attendant la fin du feuilleton judiciaire, les familles des victimes entretiennent la mémoire des leurs, dans une ambiance loin d'être apaisée localement. Il y a encore des tensions évidemment entre certains clans. On entend encore dire que notre ancien maire, c'était pas de sa faute alors qu'il a déjà été condamné une première fois. Enfin, il a été condamné une fois, ce qui est insupportable pour certains que je représente. Et puis d'autres disent l'inverse. Donc effectivement, il y a une grande scission encore entre la population. Les commémorations auront lieu le 1er mars à la Faute-sur-Mer, commune la plus touchée. En 2010, la tempête Xynthia a fait 47 morts en France. Voilà pour ce reportage à la Faute-sur-Mer 10 ans après, Annick Billon, et on voit finalement que rien n'est oublié. Quelle est votre réaction à ce reportage ? Mais on ne peut pas oublier. En fait, les personnes, les rues sont marquées de cet événement. Lorsque vous arrivez à la faute, forcément, on ne peut pas oublier. Et on ne doit pas oublier d'ailleurs pour les victimes, pour leurs proches et pour ce quotidien qu'ils doivent assumer en pensant à ça tous les jours. Après, il ne faut pas oublier, il ne faut pas les oublier, mais il faut quand même, comme l'a dit justement Patrick Join, le maire, il faut aller de l'avant et voir ce qu'on peut améliorer. Il y a eu la tempête Xynthia, c'est le nom d'une tempête, mais c'est aussi devenu un événement de référence par rapport aux problématiques littorales, la submersion marine, les inondations. Et de ce drame, il faut qu'aussi les personnes en responsabilité tirent les conséquences. On va en parler de tout ce qui a été fait depuis sur la prévention des inondations, mais sur la Faute-sur-Mer, 600 maisons rasées après le drame, c'est près d'un tiers des habitations de la commune qui porte, vous le disiez, à vie les stigmates de cette nuit. Et pourtant, vous le disiez, le maire qui veut redonner un élan, redonner vie à cette commune. Est-ce que c'est possible ? C'est bien entendu possible. C'est la presqu'île de la Faute. Des presqu'îles, ça fait rêver probablement les Parisiens. Donc la Faute, c'est arrivé à la Faute. Il y a des centaines de kilomètres de digues qui protègent le littoral. Cette digue, elle a cédé, ça a fait une cuvette. Aujourd'hui, on est en capacité d'analyser les phénomènes météo et aussi, bien entendu, qu'il n'y ait pas cette étanchéité entre les différentes informations. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut améliorer.
ça a été dit au lendemain de la tempête, il aurait fallu, et avec des si on ferait plein de choses, mais on est en capacité aujourd'hui de le faire. Il faut qu'on puisse regrouper toutes les informations et qu'il n'y ait pas d'étanchéité entre les différents services. Sur la Faute-sur-Mer, on parle de René Maratier. C'était le maire de la Faute-sur-Mer à l'époque de la catastrophe Xynthia. Il a été depuis condamné pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Et il est candidat au municipal de mars prochain. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature ? Écoutez, je ne vais pas faire de commentaires sur cette candidature. Il y a eu un jugement. Ce jugement fait que, selon le préfet, il ne peut pas exercer cette fonction de maire. Il est candidat. La justice fera son travail. J'estime cependant que la Faute-sur-Mer a besoin d'apaisement et que cette candidature, c'est vrai, n'est pas faite pour apaiser une commune qui a déjà beaucoup souffert et des habitants qui ont beaucoup souffert de cette tempête Xynthia. Alors justement, des habitants qui ont souffert. Est-ce qu'il y a encore des conséquences aujourd'hui pour les habitants de la Vendée, notamment au niveau des assurances ? J'ai le sentiment, je n'ai pas toutes les informations de toutes les personnes qui ont été concernées, j'ai le sentiment que rapidement les choses ont été mises en œuvre pour que les assurances fassent leur travail. Le maire Maurice Milsan, avec qui j'étais vendredi matin, me disait que lui-même a été sinistré. Lorsqu'il rentre chez lui, il n'était pas chez lui. Sa maison est aussi sinistrée à l'Aiguillon, le maire de l'Aiguillon. Et bon voilà, il me disait que globalement, toutes les maisons qui ont été détruites, les personnes ont été véritablement, grâce au fonds Barnier, bien indemnisées et ont pu se reconstruire. Mais après, forcément, il y a les souvenirs, il y a tout ce qui a disparu dans cette tempête et qui ne se récupérera jamais. Et depuis, on en parlait, des mesures ont été prises, les pouvoirs publics qui ont pris des mesures suite à cette tempête. On va voir lesquelles, on va en parler avec Quentin Calmet. Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Annick Billon. Bonjour. Et on disait, suite aux conséquences de cette tempête, de nombreuses mesures ont été prises depuis par les pouvoirs publics. Exactement, immédiatement après la tempête Xynthia qui balaye le littoral effectivement fin février 2010, eh bien, il y a des questions qui ont surgi, notamment celle de l'urbanisme et celle de l'entretien des digues. Une mission d'information a été créée au Sénat immédiatement après les faits et elle pointe à l'époque 5 faiblesses. On va les regarder sur une animation d'ailleurs. Par exemple, il y a cette question des prévisions météorologiques insuffisantes. Il y a également cette vigilance qui était insuffisamment opérationnelle. Également la question de la prévention incomplète au risque de submersion. L'occupation des sols qui exposait à des risques d'inondation. Et enfin, cette question d'un entretien très inégal des digues. Pour les sénateurs, Xynthia était inévitable, mais les conséquences auraient pu être moins importantes. Ils proposent à l'époque que le fait d'habiter sur la côte est un coût. Ils souhaitent la création d'une taxe sur le permis de conduire. Les maisons devront aussi être spécialement aménagées. Écoutez Bruno Retailleau, à l'époque, en 2010, on l'avait interrogé le jour de la remise du rapport. Lorsque on veut s'installer dans une zone où on a des risques, on doit être capable de supporter une zone refuge, ça veut dire un étage ou un certain nombre d'autres préconisations. Mais ça, c'est une évidence. On ne peut pas tout faire supporter à la collectivité. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République. Il met en place un plan national pour protéger les communes du littoral. Il assure qu'il ne laissera personne se réinstaller sur les zones où il y a des risques mortels. Je cite, les fameuses zones noires. Écoutez le président de la République à l'époque. Je demande aux préfets et aux maires concernés de prendre sans délai les mesures destinées à éviter la réoccupation à des fins d'habitation des sites qui ont été dévastés par la mer le 28 février. La mission. Voilà, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises à l'époque par les pouvoirs publics depuis, avec effectivement ces plans pour gérer la prévention des risques. Alors, on parle par exemple de rachat de maisons grâce au plan Barnier, vous savez, qui sert à prévenir les conséquences du dérèglement climatique, mais aussi des projets d'endiguement, les fameux PAPI. Alors, ce sont des programmes d'action de prévention des inondations, ça c'est géré par les collectivités locales, mais il y a aussi des choses qui sont gérées par l'État. On parle alors des
PPRL, les plans de prévention des risques littoraux. Et enfin, on a vu aussi cette question de la vigilance météo qui a beaucoup été améliorée depuis 2010. Mais alors, 10 ans après, quel bilan tirer de toutes ces évolutions législatives? Certains maires, ils pointent la lenteur de la mise en place de ces plans. À Charon, par exemple, c'est un village qui a été aussi beaucoup touché par la tempête. Le maire, il attend toujours la digue Nord. Écoutez. Vous voulez passer à l'après. Malheureusement, il y a une réalité qui fait que les choses se mettent en œuvre lentement. Et malheureusement, 10 ans après, vous êtes obligé quand même de reconnaître que même si dans votre tête vous êtes passé à l'après, vous avez encore quand même pas mal de stigmates sur la commune. Sur Charon, on est à la moitié à peine des réalisations. Et donc en Vendée, Madame Billon, votre département, il y a encore 80 km de digues à consolider. La commune de La Faute-sur-Mer, elle est désormais bien protégée, mais sa voisine, par exemple, l'Aiguillon, ça devrait être le cas dans 3 ans. Merci beaucoup, Quentin, merci pour ce rappel. Ça montre qu'il y a encore des choses à faire quand même, que tout n'est pas fait et qu'il y a des choses qui vont encore très lentement, comme le rappelait Quentin. Je vous remercie Quentin d'avoir fait cet éclairage parce que on l'a vu, le Sénat s'est immédiatement saisi au lendemain Xynthia de ce rapport. Le président de cette mission d'information sur les suites de la tempête Xynthia, c'était Bruno Retailleau à l'époque. Et comme pour le drame qu'il y a eu en Vendée au mois de juin de la SNSM, le Sénat s'est emparé du sujet et le Sénat, à l'époque, a fait 92 propositions qui balayaient beaucoup de sujets. Donc oui, tout n'est pas allé assez vite, mais à La Faute, à l'Aiguillon, pour avoir communiqué la semaine dernière encore avec les maires. Très vite, les choses se sont mises en action pour que les digues soient renforcées et donc réparées. Et est-ce que les élus, depuis la tempête Xynthia, ils prennent cette question du risque beaucoup plus au sérieux? La culture du risque, on ne l'avait pas. On l'a désormais. Lorsque je discutais avec Maurice Milsan, il me parlait des groupes électrogènes qui sont vérifiés systématiquement. Chaque habitant donne son téléphone portable pour qu'on puisse envoyer des SMS également. Parce qu'on l'a vu cette nuit-là, c'était dramatique. La nuit, coupure de courant. Il y a eu 300 personnels de ERDF qui sont venus le lendemain pour remettre le courant dans toutes les habitations qui en étaient privées. Donc on est dans la nuit noire. Les maisons sont dans une cuvette mortifère. Donc, impossibilité de communiquer. C'est ce que disait le maire. Lorsqu'il arrive à la mairie, à 3h30 du matin, il ne peut pas communiquer. Donc, forcément, il faut que tous ces éléments, il y a la culture du risque, on l'a, et les communes sont un peu obligées de l'avoir, puisqu'elles ont des compétences qui leur ont été transférées par l'État. Clément en a parlé, les PAPI, les GEMAPI, les PPRL, ce ne sont pas des gros mots, ce sont véritablement des outils importants pour se prévenir des risques d'inondation, de submersion marine et pour enfin avoir des réponses adaptées. Il faut aussi que les citoyens aient cette culture du risque. Et ne pas se reposer sur les élus, sur l'État uniquement? Voilà, la chaîne d'information, la chaîne on l'a vu en Vendée, lorsqu'il y a eu cette terrible nuit, le lendemain, on a beaucoup parlé de solidarité, il y a eu une solidarité extraordinaire. Les élus ont été rapidement présents, Maurice Milsan, sa première adjointe, Marie-Agnès Mandin, ils ont été très efficaces, les pompiers ont été là 24 heures sur 24 pendant des jours. Donc il y a eu les professionnels, les gendarmes, l'armée, etc. Mais il y a aussi beaucoup de bénévoles qui, finalement, lorsqu'on est bénévole, il faut aussi amener des compétences. Donc les Français, nous citoyens, nous devons aussi nous imprégner de cette culture du risque. Et parce qu'il a été beaucoup la question de l'urbanisme, tout ça a été beaucoup questionné. Est-ce que depuis les mesures prises sont les bonnes? Est-ce qu'on est par exemple plus regardant sur les permis de construire, puisque ça a été une question aussi après cette tempête Xynthia? Ça a été une question dans le procès, bien entendu, puisque toutes les maisons concernées, cette cuvette, comme je disais, qui est appelée mortifère, l'eau s'est engouffrée, la digue devait protéger, elle a retenu l'eau qui était rentrée. Ces maisons, elles étaient assez récentes. En Vendée, on construit beaucoup de maisons de plein pied, donc il y a des normes de construction qui doivent être revues, évidemment. Et il faut faire attention les élus peuvent aussi avoir des pressions. C'est vrai qu'on peut subir des pressions, à quel que soit, lorsqu'on est adjoint, maire, parlementaire. Donc il faut que l'État aussi
aussi protège ces élus qui sont très engagés. Et si les secours se sont bien passés aussi, c'est qu'il y a eu des élus aux côtés des forces de sécurité et de police et de secours, comme certains élus en Vendée. Voilà. On va continuer à parler de cette tempête Xynthia, puisqu'on en parle dans votre revue de presse. Bien sûr, ça fait l'actualité de la presse du côté de votre département. On va voir ça avec Quentin Calmet. Avant de parler Xynthia, Quentin, un mot sur l'autre actualité qui fait aussi la une de la presse, c'est le coronavirus. C'est à la une de Ouest France. Oui, regardez la une de Ouest France, le coronavirus qui met les entreprises sous tension. D'ailleurs, je vais même zoomer comme ça, vous le verrez bien. L'article qui dit que des secteurs sont sur la corde raide, la grande distribution, l'agriculture, on l'a évoqué toute la semaine depuis le salon de la Porte de Versailles, mais aussi la pharmacie, l'automobile et l'électronique. Et on le voit également dans votre région, Annick Billon, regardez, la pression monte en Pays de la Loire. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on a appris que le nombre de cas suspects avait été multiplié par 4 en 72 heures entre dimanche et mercredi. Et hier d'ailleurs, on a appris qu'une des personnes dont on suspectait qu'elle soit atteinte du coronavirus, eh bien elle était effectivement contaminée parce qu'elle avait été en lien avec l'un des patients dans l'Oise. Elle est hospitalisée au CHU de Nantes, mais son état n'inspire pas d'inquiétude, nous dit Ouest France. Le coronavirus également à la une de Presse Océan. Absolument, Presse Océan, et d'ailleurs la quasi-totalité des titres de la presse quotidienne régionale revient aujourd'hui sur le coronavirus. Mais eh bien effectivement, on le voit, il faut voir effectivement ce cas au CHU de Nantes, et effectivement on le voit aussi à la une de Presse Océan. Allez, on va revenir sur cette tempête Xynthia dont il est beaucoup question dans la presse du côté des Pays de la Loire et dans les Sables Vendée Journal notamment. On revient sur ce drame. Oui, je voulais vous montrer tout d'abord la une de Presse Océan d'hier avec cette photo qui est assez impressionnante, qui date d'il y a 10 ans. Et effectivement, on voit Xynthia qui s'invite effectivement à la une et dans ses articles. Dans Les Sables Vendée Journal, il y a ce long article qui revient avec beaucoup de photos sur ces 47 victimes, dont 29, on l'évoquait tout à l'heure, dans la seule commune de La Faute-sur-Mer. Et on voit la photo de la ville, effectivement, dont voilà, vous étiez effectivement élu au Château d'Olonne, un morceau de la route littorale qui s'était complètement effondré à l'époque. Et on termine, Quentin, avec la Gazette.fr qui parle aussi de ce drame. Voilà, je voulais mentionner rapidement cet article très intéressant avec effectivement toutes les conséquences. On parlait tout à l'heure des PAPI et autres PPRL, tous ces plans, etc. Il faut lire cet article pour bien comprendre comment la législation a changé. Et effectivement, la Gazette qui nous raconte cette catastrophe a marqué les esprits et poussé l'État et les collectivités territoriales à mieux prévenir les risques d'inondation et de submersion marine. Et on reparlera bien sûr de ce drame dans notre club des territoires avec notamment Romain Gaspard de la Gazette des communes. On reviendra sur cet article. Un dernier mot, Annick Billon, est-ce que pour vous un nouveau Xynthia pourrait se produire ou est-ce que même si une tempête de la sorte se produit, les conséquences ne seraient de toute façon plus les mêmes ? Je ne suis pas en capacité de prévoir les événements météorologiques. Par contre, on s'aperçoit bien qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'événements de ce type. Donc il faut s'y préparer et il faut préparer les populations, oui, à avoir des réactions tout à fait adaptées. On n'a pas parlé d'un sujet, et j'y pense parce que c'est la semaine de l'agriculture. Il y a eu énormément d'exploitations agricoles, d'ostréicoles qui ont été touchées, et ça aussi, ça a été quand même assez dévastateur. Des chefs d'exploitation ont perdu tous leurs animaux. Je pense notamment à un éleveur de moutons qui avait perdu tout son troupeau. Eh bien, merci beaucoup. Merci Annick Billon d'avoir été avec nous pour parler longuement de ces 10 ans de la tempête Xynthia. Vous parliez d'agriculture et justement, on va en parler puisque notre prochaine invitée, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. On fera notamment avec elle le bilan du salon de l'agriculture qui se tient cette semaine. Mais d'abord, on va regarder un extrait de Dialogue citoyen, l'émission qui fait dialoguer citoyens et sénateurs. Et justement, le thème de l'émission d'hier était l'agriculture. On va regarder cet échange à propos du revenu des agriculteurs. Claudine Donjeu, vous demandez un revenu universel pour les agriculteurs, un revenu minimum. Ouais, moi, je voudrais être solidaire de ceux qui sont en ce moment producteurs de lait, qui me disent, tu sais, Claudine, tu sais ce qui s'est passé en 2009 ? Eh bien, ce qui se passe en ce moment, c'est pire que ce que tu as vécu en 2009. Donc, au lieu d'avoir un prix X euros le litre de lait, pourquoi il n'y a pas une base, quoi ? Parce que Joël Labbé, peut-être, cette idée-là ? C'est l'évolution du modèle avec les dérégulations. La question des quotas laitiers, c'était un revenu régulier pour les agriculteurs.
agriculteurs. C'était une assurance. Dès l'instant qu'on a lâché les quotas, on en voit la même chose pour le sucre. Absolument. Et on se retrouve en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes normes, pas les mêmes outils que ces gens-là. Par contre, derrière cela, il y a quand même une volonté, certes de moderniser, mais de concentrer. J'ai entendu dire le patron d'un grand syndicat agricole à un moment dire il y a encore 15% des agriculteurs qui sont en trop et il faut qu'on réussisse à les accompagner dignement dans la sortie. Ce point précis, Joël Labbé, du revenu universel, vous êtes pour l'agriculteur? Oui, c'est une idée, c'est une proposition de Claudine Donjou. Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. Revenu universel minimum, oui. Alors l'argent ne fera pas tout. L'argent ne fera pas tout. Le vrai truc qui peut nous aider, c'est la traçabilité, l'étiquetage, qu'on se met déjà bien d'accord au niveau européen, super important. Hein, mais là, il faut vraiment retourner la table en Europe. Et sur le système de formation des prix. Tout à fait. Et si vous nous tracez une vraie ligne, déjà au niveau européen, hein, qu'on se mette d'accord, et ensuite au niveau français, qu'on nous redonne de la valeur ajoutée, on aura du revenu et on pourra s'en sortir. Aujourd'hui, on va pas demander de l'argent sans arrêt. Vous devriez avoir l'essentiel de la valeur ajoutée, alors que cette valeur ajoutée... Tout à fait. Elle est partie où Et je voudrais qu'on écoute Armand Pacron qui demande la parole très sagement depuis tout à l'heure. Et la grande distribution, par exemple. Et vous êtes trop technique, je pense, pour nos téléspectateurs. Armand Pacron. Finalement, moi, je constate que Voltaire a écrit, je crois que c'est au XVIIIe siècle, on a trouvé en bonne politique le moyen de faire mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, nourrissent les hommes. Et on en est encore là. Est-ce que c'est normal que des gens qui travaillent autant que les agriculteurs, les éleveurs jusqu'à 70-80 heures par semaine, la nuit, le dimanche, est-ce que c'est normal qu'ils n'aient pas au moins un SMIC? D'autant plus que ce travail, c'est un travail qui demande des qualifications de chef d'entreprise, de technicien. Et là, on en est à des gens qui sont en dessous. Je décode. Et notre invité politique ce matin, c'est Christiane Lambert. Bonjour. Bonjour. Présidente de la FNSEA, syndicat agricole. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vessaredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Le groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer, Christiane Lambert, avec le coronavirus. 38 cas désormais en France. La France qui se prépare à faire face à une épidémie. Est-ce que vous arrivez déjà à voir quelles sont ou quelles seront les conséquences du coronavirus sur le monde agricole ? Pour l'instant, il y a des conséquences par rapport au commerce en Chine. Vous savez que la France exporte beaucoup de produits vers la Chine. Donc les produits non périssables comme le vin étaient déjà partis. Il n'y a pas à ce jour d'incidence. Il y a d'autres incidences par rapport aux taxations de Trump. On en parlera après. Par rapport à la consommation de viande, de porc par exemple, que nous exportons beaucoup vers la Chine, surtout depuis qu'ils ont eu une autre maladie, la fièvre porcine africaine. Il y a moins de gens dans les restaurants, moins de gens dans les magasins. Donc la consommation s'est effondrée depuis un mois. Et il y a un vrai risque que ça puisse perturber en cascade, dans quelques semaines, les cours des viandes. Donc pour le moment, c'est la filière porcine qui est la plus touchée ? Je ne dirais pas la plus touchée, mais la baisse de consommation sur des viandes qui étaient déjà parties. Donc est-ce que les flux vont se maintenir ou pas ? C'est toute la question. Vous savez, quand les gens mangent moins ou arrêtent de manger, on me dit en Chine que c'est aussi les magasins de sport, les restaurants, tout est affecté. Est-ce que ce n'est pas l'une des premières conséquences, je dirais, le revers de la médaille de cette économie, cette agriculture mondialisée ? Ce n'est pas que l'agriculture qui est mondialisée, c'est l'économie qui est mondialisée. Et aujourd'hui, nous exportons du porc vers la Chine et ça a permis d'une remontée des cours exceptionnelle, puisqu'il y a eu plus de 50% sur le cours du porc en l'espace de 7 mois. La Chine a eu un pépin sanitaire. Le gros problème, c'est plutôt les pays qui ne surveillent pas leur sanitaire comme la France et l'Europe le font. Nous n'avons pas de pépins sanitaires majeurs. D'autres pays sont moins rigoureux sur ces aspects-là. On l'a vu sur d'autres sujets. Les steaks hachés qui sont venus de Pologne et qui n'étaient absolument pas respectueux. C'est normal. On ne peut pas dire que la Chine ne soit pas vigilante. Non, alors sur l'aspect sanitaire, rappelez-vous, il y a eu le problème de la mélamine dans le lait qui a occasionné énormément de morts, qui a même fait que certains enfants sont handicapés à vie. La Chine est réputée pour son laxisme sanitaire. Et c'est d'ailleurs un problème, puisque si les Chinois achètent des usines en France aujourd'hui, ils ont confiance dans la sécurité sanitaire à la française. Il faut garder cette irréprochabilité sanitaire que nous avons chez nous. Et le commerce, il est mondialisé aujourd'hui. Normalement, il était encadré avant par des règles de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC a explosé en vol. On a aujourd'hui plus d'accords bilatéraux. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut une irréprochabilité sanitaire, et nous l'avons en Europe.
Mais les produits qui viennent d'ailleurs ne l'ont pas. Et si nous nous sommes battus contre le Mercosur et contre certains accords comme le CETA, c'est parce qu'il n'y a pas les mêmes règles ailleurs. Et quand il y a en France des règles premium que l'on comprend parce que nos consommateurs sont exigeants, on vit très mal que des produits viennent d'ailleurs et ne respectent rien du tout. C'est une distorsion de concurrence pour nous producteurs et c'est un mensonge pour les consommateurs qui sont habitués à des produits sains, premium. Mais ces produits-là n'apportent pas les mêmes garanties. On va revenir sur ces traités de libre-échange, mais pour terminer sur le coronavirus, vous nous parlez du porc, des exportations du porc. Est-ce qu'il y a d'autres filières qui pourraient être touchées? Alors, il y a une filière qui pourrait être touchée, c'est la filière bovine, puisque vous savez que le président de la République est allé il y a peu de temps en Chine, en novembre dernier, avec des responsables de la filière bovine, et que les Chinois souhaitent accéder à la viande bovine française, qui est qualitative, et ils ont besoin de viande. Eh bien, tous les déplacements de personnes qui devaient se faire pour habiliter les abattoirs, agréer un certain nombre de lieux d'où partiraient les animaux, sont bloqués par rapport aux restrictions de circulation des personnes. Donc ça va retarder certainement l'habilitation des abattoirs et donc le départ des animaux vers la Chine. Parce que Emmanuel Macron, pour préciser, lors de sa dernière visite en Chine, a permis de lever les dernières restrictions à l'exportation du bœuf français en Chine. Pour vous, le coronavirus, ça peut bloquer cet élan ? Oui, parce que quand les gens ne peuvent plus circuler, les personnels des directions sanitaires, qu'ils soient français ou chinois, ne peuvent plus se rencontrer et échanger. Et comme nous savons qu'il faut plusieurs mois pour qu'on puisse agréer ces abattoirs, c'est très strict, l'exportation de produits vers l'étranger. Ces agréments sanitaires sont indispensables pour pouvoir commercer. Mais si les personnes et les personnels ne viennent pas vérifier in situ en France parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir de Chine, ça va retarder de quelques mois en fait. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas le cas parce que nos producteurs de bovins attendent vraiment l'export vers la Chine pour connaître la même embellie qu'on a connue sur le secteur porcin. Allez, on va parler du salon d'agriculture qui se tient cette semaine. Il a débuté samedi dernier, il se termine dimanche, à 2 jours de la clôture du salon. Maintenant, quel bilan vous faites de ce salon, Christiane Lambert? Alors c'est un bilan positif parce que l'ambiance est sereine et constructive et beaucoup d'agriculteurs ont envie de sortir un petit peu de ce qu'on a appelé l'agribashing, les critiques permanentes, dialoguer directement avec les consommateurs et passer à une présentation beaucoup plus positive et des réussites en agriculture parce qu'il y en a, bien sûr il y a des échecs, il y a des difficultés, mais il y a aussi des succès. Par exemple l'année dernière, plus de jeunes se sont installés, sont devenus agriculteurs. On voit beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à l'agriculture, pas que des jeunes, il y a aussi des cadras qui après une profession dans un autre domaine, tout autre, ont envie d'un métier de sens, de création, ont envie d'être leur propre patron, ont envie de quitter la ville et d'habiter à la campagne, et ils font des projets assez nouveaux. Et puis il y a aussi, et on les voit vraiment à l'œuvre au Salon de l'Agriculture, un certain nombre de jeunes, très très jeunes, étudiants parfois, qui créent des start-up pour créer des nouveaux produits ou des nouveaux services pour l'agriculture. Ils ont été mis à l'honneur par le président de la République qui est passé sur leur stand récemment, et ils créent des nouveaux concepts originaux, comme par exemple un jeune qui a inventé la possibilité de mettre des containers sur une exploitation agricole pour que chaque vendeur direct puisse apporter ses paquets à tel endroit. Le commerçant vient les chercher sans qu'il y ait cette nécessité d'aller livrer dans Paris, ce qui est vachement compliqué. Ou alors, un autre qui a décidé de créer une structure qui met en relation des agriculteurs qui ont quelques heures disponibles en période creuse et qui peuvent travailler sur ces heures-là, faire un revenu d'appoint chez des gens qui ont un rush de travail. Alors ça, c'est pour les succès. Vous nous parliez d'échecs. Quels sont les échecs pour vous ? Alors les échecs sont chez un certain nombre d'agriculteurs qui, pour des raisons diverses, n'ont pas des revenus suffisants. Il y en a. Ils ne sont pas toujours là où on pense. Aujourd'hui, les 2 secteurs qui ont le plus de difficultés sont les secteurs bovin, ovin et grande culture. En grande culture, on a eu une année très difficile en 2016 avec des inondations. On a perdu 30% de la production. On a donc perdu des marchés à l'étranger qui ont été pris par d'autres. Et en cascade, il y a des prix qui sont très difficiles sur ces secteurs. Poutine a décidé en 2014 de faire un embargo pour des raisons politiques. Il a fermé les frontières à un certain nombre de produits. Nous n'avons jamais retrouvé ces flux commerciaux. Et il a développé son agriculture parce qu'il a beaucoup de moyens avec les roubles du gaz. Et il s'est construit une agriculture efficiente, compétitive sur des grands espaces. Et là où nous étions exportateurs vers la Russie, c'est la Russie aujourd'hui qui nous a pris des marchés sur le pourtour méditerranéen. Cette géopolitique des produits, elle est très impactante, il faut la connaître et il faut s'armer pour préparer les années qui viennent. La Chine, la Russie, on sent que l'agriculture française, l'économie française sont quand même assez dépendantes du reste du monde. Vous évoquiez à l'instant ces agriculteurs, ça c'est la face sombre un peu de la chose, qui ont du mal à vivre aujourd'hui. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui il y a
il y a trop de paysans en France, il y a trop d'exploitations en France. Non, il n'y a pas trop d'exploitation, il n'y a pas trop d'agriculteurs en France. Il y a une agriculture extrêmement diversifiée. Par rapport à la taille critique, la taille moyenne des exploitations. Alors, la taille des exploitations a grandi ces dernières années pour diverses raisons. D'abord parce qu'il y a eu des départs plus importants que les arrivées de jeunes. Aussi parce que beaucoup d'agriculteurs, pour améliorer leurs conditions de travail, notamment en élevage, ont regroupé 2-3 exploitations pour avoir un week-end libre, un week-end sur 3, ce qui est quand même en condition de vie nécessaire, notamment quand on est éleveur. D'autres agriculteurs ont regroupé leurs exploitations pour faire des économies d'échelle, avoir du matériel pour 2 exploitations au lieu de l'avoir sur une seule, donc ça c'est de l'optimisation. Et puis il y a des grandes et des moyennes et des très petites exploitations, selon les régions aussi, quand on est viticulteur ou maraîcher, ou quand on est éleveur, selon la région dans laquelle on se trouve. Vous avez des éleveurs qui ont 150, 200, 300 hectares, et des éleveurs dans ma région qui ont 60, 70 hectares. Cette diversité, elle existe. Une petite question par rapport à la visite d'Emmanuel Macron que vous évoquiez à l'instant. On a le sentiment que sur ce salon, il y a un peu moins de défiance que ces dernières années à l'égard du monde politique. C'est une fausse impression ou les choses vont mieux entre les paysans et les politiques? Ça s'est bien passé, cette visite. Oui, mais ça a été très compliqué, la visite d'Emmanuel Macron. Il a fallu travailler en amont parce qu'il y a des décisions qui ont été prises tout à fait en fin d'année dernière que les agriculteurs ont du mal à accepter. Et le président de la République a été interpellé par les agriculteurs, une délégation FNSEA et jeunes agriculteurs que nous avions organisée, y compris pour que des présidents locaux de FDSEA viennent exprimer leur incompréhension, voire leur colère sur certaines décisions. Lesquelles vous parlez? Par exemple, les zones de non-traitement, voilà, j'imagine? Sur les zones de non-traitement, les régions les plus impactées, les départements les plus impactés ont voulu dire en direct, attention, cette décision est une mauvaise décision. Nous avions, nous, préconisé d'autres dispositifs pour remplir cette nécessité de santé publique et de sécurité des riverains. Nous avions proposé davantage des bonnes pratiques que des distances. Le gouvernement a fait le choix de mettre en place des distances que le gouvernement paye le manque à gagner pour l'agriculteur. Pour certains agriculteurs, ça va représenter une perte de 5% de leur surface cultivée. Et vous demandez une compensation économique? On ne peut pas leur dire, c'est moins 5%, point barre, et débrouillez-vous. Vous demandez une compensation? Nous avons demandé 2 choses au président de la République. Une compensation économique qu'il faut envisager le plus vite possible. Il a parlé pendant sa campagne de prestations pour services environnementaux. Là, les agriculteurs rendent un service. Et ils ne cultivent plus cet endroit. La perte, elle doit être bien commun, financement commun. Et que vous dit le président de la République sur cette compensation? La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que les agriculteurs ne soient pas en insécurité juridique. Le texte est récent, publié au journal officiel le 29 décembre, mis en œuvre le 1er janvier. Tout n'est pas écrit sur la façon, 1, de le mettre en œuvre, 2, de le contrôler. Et on ne veut pas qu'un agriculteur interpellé se trouve en défaut au plan et attaqué juridiquement. Et quelle réponse vous avez eue de la part d'Emmanuel Macron? Il a dit, textuellement, je cite, « Je ne veux pas que des agriculteurs se trouvent en fragilité juridique. Il faut qu'on trouve la façon de les protéger. » Et deuxièmement, nous allons étudier des dispositifs de compensation. Et nous travaillons avec les autres ministères, agriculture, écologie, etc., et agences de l'eau, pour trouver des moyens financiers pour compenser la perte auprès des agriculteurs. Le texte est là. Les agriculteurs sont très responsables, vous savez, ils lui ont dit, nous ne demandons pas le retrait, puisque de toute façon, le texte est là. Par contre, la façon d'appliquer le texte est encore amendable et améliorable. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Christiane Lambert, est-ce que vous vous sentez entendu? Est-ce que vous êtes rassuré par ce président de la République qu'on disait plutôt président des villes? Bon, vous savez, moi, j'aime pas les caricatures, qu'ils soient des villes ou des champs. L'important, c'est qu'il écoute. Je trouve que sur les derniers 6 mois, il écoute un petit peu plus. Alors, il y a certainement d'autres raisons pour lesquelles il écoute un petit peu plus. Mais j'ai compris aussi qu'il approchait l'agriculture autrement. Au début du mandat, c'était beaucoup monter en gamme, un petit peu la vuittonisation de l'agriculture. Mais tout le monde n'achète pas du vuitton. Il faut aussi que tout le monde puisse manger. Il faut produire pour tous les marchés. Pour ceux qui ont les moyens, la montée en gamme. Et pour ceux qui ont un peu moins de moyens, et puis je peux vous dire que j'en fais partie, moi je n'achète pas toujours du haut de gamme, etc. Quand on a une famille à nourrir, eh bien on fait ses courses comme on peut. Et je pense que dire que l'agriculture doit produire pour tous les marchés, et en interne et à l'international, c'est aussi donner les éléments de compétitivité à l'agriculture. Si je parle de compétitivité, c'est parce que les autres pays ne nous font pas de cadeaux. Quand les distributeurs vont chercher des produits moins chers à l'étranger, c'est parce qu'ils trouvent que les produits français sont trop chers. Donc nous disons étiquetage des produits français pour que les Français, s'ils aiment l'agriculture, pas seulement une semaine par an au moment du salon,
et veulent soutenir l'agriculture, il faut qu'ils favorisent l'achat français. C'est vrai pour tous les domaines, hein. Vos emplettes sont vos emplois. C'était la Chambre des métiers qui avait titré une campagne de cette façon. C'est un tout cohérent. Les marchés sont ouverts. Il faut qu'il y ait les mêmes règles pour les produits qui viennent d'ailleurs. Donc il faut une agence sanitaire européenne. Nous avons demandé cet engagement. Il faut un étiquetage précis des produits pour que les consommateurs achètent en conscience. Et puis, il faut des contrôles pour que ceux qui ne respectent pas soient sanctionnés. Et puis, il faut surtout qu'on arrête de penser qu'on peut se nourrir toujours mieux pour moins cher. Pendant 30, 40 ans, la course a été « venez chez moi, les produits sont moins chers ». Enfin, cette année, grâce aux États généraux de l'alimentation, je le dis quand même parce que tout le monde critique tout dans notre pays, moi je veux dire qu'il y a des résultats positifs de la loi alimentation, plus 0,9% d'inflation sur les produits alimentaires. C'est une augmentation de valeur qui n'est pas toute retournée aux agriculteurs, mais il y a quand même des contrats positifs sur le lait de vache, sur le lait de chèvre, sur certains segments de production de viande bovine. Un distributeur, je le cite, a renvoyé 14 millions d'euros sur la filière bovine pour les éleveurs qui sont en contrat éleveurs et engagés. D'autres distributeurs l'ont fait également. Donc il faut aussi parler de ce qui va bien. Si on parle que de ce qui va mal, d'abord plus personne ne nous croit. Et deuxième chose, on désespère tout le monde. Donc nous travaillons, et mes fédérations bovines, laitières, porcines, travaillent pour signer ces contrats pluriannuels avec des prix payés sur la base des coûts de production français. C'est juste normal. Quand on nous demande du sanitaire, du bien-être, moins d'antibiotiques, et ça a un prix plus vert, c'est plus cher. On l'inscrit à la base. C'est forcément plus cher. Mais forcément, pour un agriculteur bio qui produit moins en rendement, qui a des conditions de production plus complexes, pour quelqu'un qui a un cahier des charges avec pas d'antibiotiques, telles conditions d'élevage, plus de surface, des perchoirs dans les poulaillers, c'est des conditions meilleures, c'est plus cher. C'est comme pour un logement. Si vous louez un logement low cost, il est low cost. Si vous voulez un peu premium, c'est un peu plus cher. En agriculture, c'est pareil. Et on a longtemps pensé qu'on allait pouvoir toujours trouver du moins cher en allant le chercher de façon exotique. On ne parle même pas du commerce éthique ou équitable ou pas équitable. Il y a même du commerce pas équitable en France. Christiane Lambert, on va parler d'un sujet qui intéresse forcément les agriculteurs, c'est la retraite. La réforme est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale. Pas possible de porter la retraite à 85% du SMIC dans l'immédiat. C'est ce que vous a dit Emmanuel Macron lors de sa visite. Est-ce que c'était une demande irréaliste? Comment vous avez perçu cette fin de non-recevoir? Très mal perçu, et nous continuons à dire qu'il faut le faire. Donc le président de la République dit qu'on ne pourra pas le faire en même temps que le vote de la réforme de la retraite. On en reparlera au moment du projet de loi de finances et financement de la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut dire sincèrement que des agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie, parfois difficilement, parfois depuis l'âge de 16-17 ans, perçoivent aujourd'hui 740 € par mois pour les hommes? L'idée, c'est de partir à 1 000 € pour tout le monde. 580 € pour les femmes, alors que la retraite moyenne des Français est de 1 380 €, le double. Et ça peut durer? Non, ça ne peut pas durer. Donc nous continuons à porter cette nécessité. Nous avions des conditions de calcul qui nous ont mis en situation défavorable. Nous soutenons la nouvelle réforme, parce qu'elle va permettre d'avoir un point cotisé, donne les mêmes droits pour tout le monde. Nous acceptons... Donc pour vous, c'est une bonne réforme pour les agriculteurs? Oui, parce qu'on part d'une situation où on était calculé sur la carrière complète, alors que les autres secteurs sont calculés sur les 25 meilleures années. C'est forcément plus favorable. Et ce rattrapage pour les agriculteurs retraités actuels, nous continuons à le porter et nous allons alerter les parlementaires, ceux qui sont sur les territoires... Ça paraît difficile à obtenir quand même. Le côté rétroactif est toujours compliqué en France. Impossible n'est pas français. Et donc nous allons continuer vraiment. Et je peux vous dire que... 1 000 € par mois, ça vous paraît quelque chose de réaliste? 85% du SMIC, c'était un engagement du président de la République. Alors je veux bien qu'il y ait des dés pour le faire. Mais là, nous allons le porter dès le mois de juin, quand le projet de loi de finances et sécurité sociale va être sur la table. Et j'espère avancer sur ce sujet. Nos retraités le méritent. On ne peut pas les laisser dans cette situation de sous-considération. Humainement, vous savez, illico, dès qu'il a parlé, puisque c'était retransmis en direct sur certaines chaînes, plusieurs retraités, et aussi des retraités femmes, m'ont envoyé des messages en disant « je l'ai entendu, je pleure ». Voilà, on ne peut pas laisser les gens dans ces situations. Donc, je sais que c'est compliqué. Il y a aussi beaucoup d'arnaques sur les chiffres. Les chiffres qui ont été donnés au président de la République ne sont pas les bons. Nous allons qui lui donne ces chiffres? Différentes sources. Différentes sources, et je ne suis pas satisfaite des chiffres qui lui ont été donnés. Donc nous allons porter chiffres sur table au ministère de l'Agriculture, à Matignon et à l'Élysée pour qu'on parle des vraies données. Des rencontres sont prévues prochainement? Bien sûr.
Bien sûr. Prochainement, c'est quand? Vous avez déjà des dates? Mais même hier, nous en avons reparlé sur le salon d'agriculture, dans les couloirs, dans les allées. C'est aussi fait pour ça, le salon. On rencontre un certain nombre. Emmanuel Macron va vous recevoir sur ce sujet? Si ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est le ministre de l'Agriculture et c'est Matignon. On ne peut pas voir le président de la République tous les 4 matins quand même. Mais par contre, l'important, c'est que les dossiers remontent. Et comme on sait que la décision est quand même à ce niveau-là, il faudra que ça remonte jusqu'à lui. Un autre sujet, c'est la politique agricole commune, menacée de baisse avec le Brexit. Est-ce que là-dessus, vous saluez le volontarisme du chef de l'État qui défend le budget de la PAC à Bruxelles? Peut-être la France a trop tardé à s'exprimer pour dire qu'il fallait absolument un budget fort pour la PAC. Aujourd'hui, le président de la République a pris le drapeau de la défense d'un budget pour l'Union européenne d'abord et pour la politique agricole commune. Malheureusement, d'autres pays sont plus faibles aujourd'hui, comme l'Allemagne, qui vit une coalition extrêmement difficile, et Mme Merkel est moins puissante qu'elle ne l'a été pour être le duo efficient. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse dire le Brexit est passé, c'est moins 12 milliards d'euros dans le budget général. C'est moins 3 milliards d'euros pour la politique agricole commune. Il ne faut pas qu'il y ait une baisse de plus de 3 milliards. Quand j'entends certains dire qu'il y a des politiques plus modernes, la formation, les migrants, la défense, elles sont très modernes. Trouvons un financement. Mais on ne peut pas demander plus aux agriculteurs français et européens et dire on va diminuer le budget. Donc la conclusion du président au soir du sommet qui était ce n'est pas aux agriculteurs à payer le Brexit, ça me va bien. Et bien qu'on tienne jusqu'au bout et on saluera le résultat. 2 questions rapidement, il nous reste peu de temps, Christiane Lambert. D'abord sur ces taxes sur le vin imposées par le président américain Donald Trump, avec des conséquences forcément sur la viticulture. Est-ce que pour vous, le gouvernement français doit en faire plus pour aider les viticulteurs français, notamment des aides financières? En tout cas, depuis novembre, c'est moins 30% sur novembre, moins 40% sur décembre, moins 50% sur janvier en termes de vente aux États-Unis. C'est catastrophique pour le secteur du vin. Et en plus, pour des vins moins de 14 degrés, ce n'est pas les premiums qui ont moins de difficultés. Donc il faut que le gouvernement français continue à pousser. La décision, elle est au niveau européen, parce que ce sont des accords commerciaux et des rétorsions au niveau de l'Union européenne. C'est un conflit pour lequel nous ne sommes absolument pas concernés, Boeing et Airbus. C'est aussi le conflit des GAFAM et le financement. Donc nous sommes en dégâts collatéraux extrêmement directs. Donc le ministère doit pousser plus. Mon secrétaire général, qui est responsable de la viticulture en France, part au congrès du vin, le Wine New York, il y sera lundi, pour justement porter aussi cette nécessité d'abord d'arrêter de taxer nos vins. Et deuxième chose, le gouvernement, oui, doit taper plus fort sur la table. Et l'ensemble des pays européens doivent être solidaires sur ce sujet. Mais vous savez, Trump est habile. Il a taxé le vin français et le fromage italien. Pour décider de mesures européennes, il faut l'unanimité. Et donc, il faut aussi qu'on travaille entre partenaires européens pour obtenir ces compensations. Et dernière question, Fabrice. Dernière question sur ces images qui sont diffusées d'abattage ou de mauvais traitements sur des animaux dans des exploitations ou des abattoirs. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images, Christiane Lambert? Ces images sont des images affreuses et elles existent et il faut corriger tout ça. Nous avons mis en place avec le ministère de l'Agriculture une feuille de route où on s'attaque au sujet dans tous les domaines. Au niveau de l'élevage, ça me concerne plus, au niveau du transport et au niveau de l'abattage. Des référents bien-être animal ont été nommés dans tous les abattoirs et il faut aussi moderniser les abattoirs pour que les conditions d'abattage, c'est-à-dire le passage de la vie à la mort qui existera toujours, se passe dans les meilleures conditions, le plus court possible et pas douloureux pour les animaux. Les conditions de transport ont été changées, elles sont beaucoup plus draconiennes aujourd'hui. Et dans les élevages, nous avons aussi fait tout un travail. Donc la diffusion de ces images fait progresser les choses? Alors, la diffusion des images a indéniablement joué un rôle de lanceur d'alerte. Là où c'est pas normal, c'est quand ce sont des intrusions, la nuit, parfois avec violence, qui se passent dans les élevages. Vous savez, on n'est pas sourd. Ce qui me gêne, c'est quand ces images sont portées par des associations qui violent la fin de l'élevage. Et ces mêmes associations qui sont financées par des fonds américains qui sont pour la viande fabriquée en abattoir. C'est le cas d'L214, qui a reçu 1,4 million l'année dernière d'un fonds philanthropique américain qui est financé par les GAFAM qui veulent la viande en laboratoire, la viande chimique, la viande de laboratoire. Est-ce que les Français veulent ça? La réponse est non. Mais le risque économique, ils ont beau dire, c'est pas contre les éleveurs, c'est aujourd'hui les éleveurs qui en sont victimes. Donc moi, je condamne ces actions de ces associations. On a entendu, on n'est pas sourd. Je leur demande d'être un peu plus respectueux et surtout pas d'intrusion. Une intrusion dans un élevage, c'est un acte malveillant, ça doit être condamné. Et en plus, avec les risques sanitaires aujourd'hui, c'est un péril économique énorme. Et merci beaucoup. Merci Christiane Lambert d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice Vesser-Redon. On va tout de suite passer au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ,
acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Dans ce Club des Territoires, on reviendra sur ce triste anniversaire. Il y a 10 ans, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia balayait la France, la côte atlantique, particulièrement la Charente-Maritime et la Vendée, touchant encore plus particulièrement la commune de la Faute-sur-Mer. 29 morts dans cette commune. Quelles leçons ont été tirées en matière de prévention, en matière d'urbanisme? On en débattra dans ce Club des Territoires. Mais on va commencer avec notre page municipale et comme tous les vendredis, on débute par un bilan de nos reportages en région. Et bonjour Samia Dechir. Bonjour. C'est vous qui étiez en région cette semaine avec Flora Sauvage. Vous étiez en Normandie, en Seine-Maritime. Précisément, toute la semaine, vous avez notamment été au Havre. C'est la ville où Édouard Philippe est candidat. Mais s'il est élu, il restera Premier ministre. Il a dit, comment c'est perçu du côté des habitants du Havre? Plutôt bien en fait. C'est vrai qu'au niveau national, c'est une position qui a été assez critiquée. Beaucoup ont dit être candidat au Havre en disant je reste à Paris si je suis élu, ça passerait pas très bien auprès des électeurs. Et bien en fait, vu du Havre, c'est pas du tout la même histoire. Il faut dire que là-bas, Édouard Philippe, il est encore très très apprécié. Il y a même une certaine fierté pour beaucoup à avoir un maire Premier ministre et qu'il reste à Matignon en cas de victoire. Ça n'a pas du tout l'air de déranger ceux à qui on a posé la question. Écoutez. Ça vous gêne pas d'avoir un maire qui sera pas au Havre et qui sera à Matignon? Non, parce qu'il y a Gastine qui va le remplacer, quoi. Et puis les deux font bien la paire, non? Ça ne me gêne pas du tout. Je pense qu'effectivement, il doit continuer ce qu'il a en cours à Matignon. Et comme il a fait du très bon travail sur le Havre, qu'il revienne au Havre dès qu'il sera disponible. Eh bien, moi, mon choix est déjà fait. Il a été maire, j'étais satisfait, pourquoi pas. Et la position actuelle, moi, m'importe absolument pas. C'est un choix qui l'honore quelque part. Il termine son mandat, point, il réintégrera. Et j'espère qu'il sera élu. Alors Samia, les ententes, c'est plutôt bien parti pour Édouard Philippe. Est-ce qu'il prend vraiment un risque en étant candidat à la mairie du Havre ou est-ce qu'il a de grandes chances de l'emporter? Alors des grandes chances, c'est certain. Non seulement, on vient de le voir, il est encore assez populaire, mais en plus, il va faire face à une opposition divisée puisque ses deux plus gros adversaires sont tous les deux de gauche, un communiste, un écologiste qui n'ont pas réussi à s'unir. Donc sur le papier, ça se présente plutôt bien, mais dans une élection, on le sait, rien n'est jamais sûr. C'est donc en fait encore assez difficile de dire quel va être le scénario le 15 mars, d'autant qu'il n'y a eu aucun sondage en fait finalement qui n'a été fait pour l'instant au Havre. Aucun sondage dans la ville où le Premier ministre est candidat, ça peut paraître assez bizarre. Oui, moi aussi, j'étais surprise, Oriane, mais non, il n'y a eu aucun sondage sur ces municipales au Havre où pourtant le Premier ministre, Édouard Philippe, est candidat. Alors du moins, aucun sondage publié officiellement. Ça ne veut pas dire qu'aucun sondage n'a été fait, puisqu'un parti politique peut très bien décider de commander un sondage sans en publier les résultats, soit parce qu'ils ne sont pas favorables à son candidat, ce qui n'est jamais un très bon message à envoyer avant les élections, soit pour ne pas avoir à inclure ce sondage dans les comptes de campagne, puisque ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros. Par exemple, on sait que La République En Marche a bien commandé un sondage sur les élections municipales du Havre à l'IFOP, qui n'a pas été publié. Mais Le Figaro a visiblement eu ce sondage entre les mains et n'en a cité qu'un seul chiffre, plus de 50%. Ce serait le score d'Édouard Philippe, élu donc dès le premier tour en cas de candidature multiple à gauche, ce qui, je rappelle, est le cas aujourd'hui. Et du coup, quel serait le score des autres candidats ? Eh bien ça, on ne le sait pas, Oriane, puisque La République En Marche, commanditaire du sondage, n'a pas du tout souhaité publier le reste des résultats du sondage et elle n'en a aucune obligation légale. Alors aura-t-on un sondage sur les municipales du Havre avant le 15 mars ? Eh bien peut-être, je rappelle qu'un média peut aussi décider de commander un sondage sur les municipales dans cette ville et dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a assez peu de chances qu'il ne soit pas publié quand même. Eh bien voilà, on suivra ça et on le commentera bien sûr s'il est publié. Merci beaucoup Samia. Merci pour vos reportages qui ont été tournés avec Flora Sauvage. Je le rappelle, ils sont à voir ou à revoir sur notre site internet publicsena.fr. Et la semaine prochaine, la rédaction de Public Sénat continue son tour de France des municipales. Nous suivrons la campagne dans le Grand Est. Nous serons notamment du côté de Nancy et de Metz. Dans quelques instants, nous allons accueillir nos journalistes pour le Club du jour. On va continuer cette page municipale puisqu'à 2 semaines et demie maintenant du premier tour, eh bien ça y est, tous les candidats ont déposé leur liste. Ils avaient jusqu'à hier soir 18h pour le faire. Alors, combien seront-ils ? On fait un point sur les chiffres avec Fabien Recker. Leur récépissé en main, ces candidats se filment devant la préfecture.
Ils viennent de déposer leur liste pour le premier tour de l'élection municipale. Les candidats à l'élection avaient jusqu'à hier soir 18h pour faire enregistrer leur liste par les services préfectoraux. Des services qui doivent désormais examiner la validité de ces listes, notamment en matière de parité hommes-femmes. Près d'1 million de candidats s'apprêtent à briguer un mandat pour environ 500 000 sièges de conseillers municipaux à pourvoir dans les 34 997 communes de métropole et d'outre-mer. Des chiffres dans la continuité de l'élection de 2014, selon la ministre en charge des collectivités territoriales. Malgré le blues des maires, l'élection 2020 ne manque pas de candidats. Alors il peut se produire qu'ici ou là, il y ait quelques communes, comme la dernière fois, sans liste. Mais la dernière fois, je crois que le nombre était assez faible. Hein. C'est un peu moins de 60 communes où il n'y avait pas de candidats du tout. Ça. Est-ce que là, on sera dans les mêmes chiffres? Oui, ça sera à peu près les mêmes chiffres. Et le renouvellement, ça sera à peu près aussi la même chose. C'est-à-dire loin, si je puis me permettre, de toutes les inquiétudes qui étaient entretenues parfois par des grandes associations d'élus. L'ouverture de la campagne aura officiellement lieu lundi. 47,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, selon l'INSEE. C'est 544 000 de plus que pour l'élection européenne de mai dernier. Et on va débuter ce club. Bonjour Romain Gaspard, bonjour Arnaud Benedetti, bonjour César Armand et rebonjour Quentin Calmet. On va commencer par cette page municipale. Ça y est, les candidats ont tous déposé leur liste. Ils avaient jusqu'à hier soir pour le faire. Et on parle d'un chiffre d'1 million de candidats. Finalement, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais vous savez, le scrutin municipal est un scrutin qui motive à la fois les électeurs, même si ces dernières années, on a constaté quand même une baisse de la participation dans les scrutins municipaux. Ça motive aussi les candidatures, on le voit, parce que tout simplement, le local est un terrain d'action où l'on peut encore faire. C'est ça qui est extrêmement important, où on peut avoir des résultats concrets qui pèsent sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc cette capacité à agir, cette capacité à faire, cette capacité à montrer qu'on peut obtenir des résultats, qui sont jugés après selon les électeurs de manière très, j'allais dire, diverse, est vraisemblablement un puissant facteur de motivation pour que finalement nos concitoyens s'engagent dans ce type de bataille. Romain Gaspard, on est loin de la crise annoncée des candidatures. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup d'associations d'élus annonçaient une crise des candidatures, un manque d'envie, même si évidemment une partie des élus sortants ne se représente pas. Et finalement, en fait, il faudra voir la répartition et s'il n'y a pas, en particulier dans des petites communes, des difficultés. Mais on voit qu'il y a toujours cet attrait pour le local et la crise annoncée n'est pas présente. Alors, elle est sur l'âge des candidats. On regardera dans le détail, mais il y a quand même un vieillissement sur un certain nombre de critères. Mais sur le nombre de candidats, il n'y a pas cette crise annoncée. Et cette victimisation des associations d'élus et des élus, avec beaucoup de livres qui sont sortis de découragement, il est moins présent que ce qu'on imaginait. Oui, c'est ce qu'avait montré déjà une étude du Cevipof récemment, puisque en effet, il y a un an et demi, on avait le sentiment qu'un certain nombre de maires, notamment sortants, ne souhaitaient pas repartir lors de cette bataille municipale, et on a vu très rapidement, il y a maintenant quelques mois, que ce sentiment général a été invalidé par cette étude du Cevipof. César. Oui, le pouvoir local est là où on dispose encore de marge de manœuvre avec des réalisations concrètes, et on remarque aussi que dès qu'un adjoint est en désaccord avec son maire sortant, il se présente contre lui, voire plusieurs adjoints sortants se présentent contre leur maire sortant parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire mieux, et c'est ça peut-être aussi qui explique la multiplication des listes qu'on voit aujourd'hui. Alors, beaucoup de candidats, mais on avait aussi parlé de cette crise des maires, ce blues des maires sortants qui ne voulaient pas forcément être candidats. Et finalement, on constate, Romain, qu'on est dans un taux de renouvellement assez classique comparé aux élections précédentes. Oui, alors après, cette crise, elle est quand même réelle, surtout sur les petites strates et les élus des petites villes, même des villages, où là, on sent quand même des difficultés qui s'expliquent par la baisse des moyens sur ce mandat et puis les réformes de l'intercommunalité et des difficultés là-dessus. Donc ça, c'est réel. Mais peut-être qu'on l'a un peu trop exagéré et on l'a généralisé à beaucoup d'élus alors qu'elle touche qu'une partie de ces élus et plutôt sur les petites communes. Arnaud.
Oui, alors le facteur dans les communes rurales, c'est vrai que le facteur de l'intercommunalité joue vraisemblablement sur la motivation de nos concitoyens à s'engager dans ce type de démarche, parce que, in fine, notamment en milieu rural, aujourd'hui, les communes ont perdu un grand nombre de leurs prérogatives et ça se joue au niveau de l'intercommunalité, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser problème dans la relation des électeurs au pouvoir local. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligibilité, j'allais dire, de la carte territoriale est un vrai sujet, d'ailleurs pas seulement dans les communes rurales et même également dans les métropoles, mais c'est un vrai sujet. Et ça, c'est un facteur potentiel de démobilisation dans l'avenir, parce que tout simplement, l'intercommunalité, c'est un pouvoir qui est délégué de manière indirecte. Donc, en l'occurrence, la question à un moment donné du mode de scrutin des élus de l'intercommunalité se posera inévitablement. Oui, la question d'intercommunalité, c'est invité dans la campagne, pas partout évidemment, parce que ça n'est pas présent de la même manière. Parfois c'est une métropole, mais dans les communes même périurbaines, aujourd'hui, les maires qui ne voulaient pas y aller parce qu'ils sont assez âgés, ils retournent justement pour vouloir peser à l'intérieur des intercommunalités et pas se faire, entre guillemets, bouffer sur leurs prérogatives actuelles. Un mot pour finir sur ce thème, sur ces communes sans candidat, parce qu'il va y en avoir. Alors Jacqueline Gouraud, la ministre, était sur ce plateau hier, Romain, et elle nous disait que ça serait à peu près le même nombre qu'en 2014 où il y en avait une soixantaine. Oui, en 2014, sachant que sur la soixantaine, il y en avait un peu plus d'une cinquantaine où finalement pour le second tour, il y a eu un vote et des candidats. La question qui va surtout se poser, c'est que dans ces communes où il y avait des difficultés, c'est souvent les maires sortants en 2014 qui avaient repris un mandat, qui avait continué, même les 5 communes qui avaient été mises sous tutelle, dirigées par la préfecture parce qu'il n'y avait pas de candidat, ça s'est souvent soldé là. Là, on se dit avec le vieillissement, 6 ans après, est-ce que les maires sortants vont encore avoir envie de reprendre pour un mandat? C'est pas sûr. Un mot là-dessus, Arnaud? Oui, enfin, en même temps, 60 communes sur 35 000 communes, ça reste quand même extrêmement anecdotique. Il faudrait d'ailleurs connaître la taille de ces communes. J'imagine que ce sont de toutes petites communes, en l'occurrence, donc ce n'est pas tellement surprenant. Allez, on va continuer à balayer l'actualité de cette campagne. On va le faire avec vous, Quentin. Vous scrutez les réseaux sociaux. Et Quentin, après le dépôt des listes hier, il y a eu des rebondissements dans la campagne et notamment à Metz. Voilà, et c'est digne d'une série de télé, cette histoire. On a vu d'abord le message du Républicain Lorrain sur Twitter, vous allez le voir. Un corbeau dénonce la validité de la liste de François Grosdidier, candidat à Metz au municipal. Et c'est vrai, Coriane, lorsqu'on a vu ce message, on a été intrigués. Et je vous conseille la lecture de l'article qui va avec le tweet. Et c'est effectivement à lire dans le Républicain Lorrain. Tous les candidats au municipal à Metz ont été destinataires d'un courrier anonyme envoyé juste après l'heure de clôture du dépôt des listes pour les municipales. Et ce courrier, il affirme que la liste de François Grosdidier, le candidat LR, eh bien, elle serait irrégulière. Et effectivement, sur la liste de ce candidat, il y a 2 magistrats consulaires. Or, un article du Code électoral, je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ignorais, eh bien, il interdit le cumul des fonctions d'élu municipal et de magistrat, justement, de ces conseillers consulaires. Et ce message, il a aussi été envoyé à toutes les rédactions au même moment, à 18h24, très précisément, dit l'article, ainsi qu'il a été déposé à l'hôtel de ville et l'alarme incendie déclenchée hier. Donc l'hôtel de ville a comme cela été évacué. Et alors sur le parvis, nous raconte l'article, eh bien on parlait de cette liste effectivement qui serait pas valide selon le code électoral. De son côté, et ça on l'a lu dans un dernier article que je voulais vous montrer, le candidat LR, il dit ne pas être inquiet face aux faits dénoncés par ce corbeau. Il dit qu'il pourrait effectivement démissionner de leurs fonctions s'ils étaient élus. Et en revanche, on lit dans ce deuxième article, qu'en coulisses, on suspecterait un autre sénateur. Et alors c'est là que c'est vraiment le digne. Parce que François Grosdidier est sénateur. Absolument, François Grosdidier est également sénateur. Mais donc, on suspecte dans les coulisses Jean-Louis Masson d'être à l'origine du courrier. C'est un sénateur non inscrit, effectivement, qui est ici élu à cet endroit. Et c'est l'ennemi politique de François Grosdidier. Voilà, vous le disiez, c'est digne d'une série télé. Autre rebondissement avec ce dépôt des listes, cette fois c'est à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Oui, regardez à cet article, pas de liste pour la controversée Agnès Séréguili. Alors si vous êtes sur Twitter, vous avez difficilement pu échapper à ces messages, tantôt homophobes, tantôt racistes. Elle a même été condamnée, cette élue. Et donc elle a tenté de déposer une liste et elle menaçait effectivement de se présenter
présenter à Saint-Germain-en-Laye, mais elle a oublié des documents hier au moment de se présenter en préfecture et elle a tweeté, puisque c'est ce qu'elle fait vraiment constamment. Elle dit être venue à la préfecture avec une liste paritaire, munie des certificats, mais elle a oublié d'apporter le document CERFA. Dommage. Et donc, trop de bureaucratie, un délai trop court dans ces élections, dit-elle. Mais le Parisien suspecte qu'elle n'ait pas réussi à réunir le nombre de candidats pour sa liste, ce qui expliquerait qu'effectivement, elle n'ait pas réussi à déposer cette liste. Et merci beaucoup, Quentin, pour le récit de ces rebondissements. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Avignon, retrouver nos partenaires de Vaucluse Matin. Bonjour, Éric Vauvy. Vous êtes le directeur des éditions Drôme Ardèche du Dauphiné Libéré de Vaucluse Matin. On va parler de la campagne des municipales à Avignon. Vous avez fait un sondage, mais avant de le voir, je fais monter le suspense. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un point sur les candidats en présence à ces municipales à Avignon? Bien sûr. Bonjour, Oriane. Alors, 8 listes sont en présence, soit une de plus qu'en 2014. Une seule candidate était déjà présente il y a 6 ans, Cécile S., la maire socialiste sortante, qui se représente pour un second mandat. Arrive ensuite Anne-Sophie Rigaud, du Rassemblement national, Jean-Pierre Cervantes pour Europe Écologie Les Verts, Michel Bissière pour les Républicains, Farid Farissi pour la France Insoumise, Frédéric Taquinot, investi par la République En Marche, Sylvie Viala, dissidente entre guillemets de la République En Marche, et le Parti animaliste. Voilà, point sur les candidats en présence. Et on le disait, donc ce sondage à la une ce matin de Vaucluse Matin avec donc Cécile L qui est talonnée. On va voir avec vous les détails de ce sondage, Éric. Alors, elle n'est pas talonnée, justement, parce qu'à l'issue du premier tour, selon ce sondage IFOP réalisé pour Vaucluse Matin, elle arriverait en tête au premier tour avec 29% des voix, devançant de peu, justement, son adversaire Anne-Sophie Rigaud du Rassemblement national. C'est le premier enseignement de ce premier tour. Les écologistes occuperaient la 3e marche du podium avec 16%, et Michel Bissière des Républicains serait avec 12% en position de se maintenir également au second tour. Le deuxième enseignement de ce premier tour, d'après le sondage, c'est la déconfiture totale de la République En Marche, qui, avec 4%, ne serait même pas en possibilité de fusionner au second tour. Voilà, pour ce point sur le premier tour, vous avez aussi testé des hypothèses de second tour, 3 précisément, Éric. Voilà, tout à fait. 3 scénarios de second tour. Le premier, un duel classique entre Cécile L, PS, et Anne-Sophie Rigaud du Rassemblement national. Victoire de la maire sortante de gauche, 55-45. Une deuxième hypothèse dans le cadre d'une triangulaire, c'est le scénario qui s'était produit au second tour en 2014, avec Cécile L qui arriverait toujours en tête avec 45% devant le Front National, 33%, et ensuite les Républicains qui fermeraient la marche avec 22%. Et enfin, dernier scénario, celui-ci donne toujours une égalité entre Cécile L qui serait à 36%, à égalité, et c'est ça l'information peut-être la plus importante, à égalité avec Europe Écologie Les Verts, avec le Front National à 36%, et les Verts avec 28% seraient en passe d'arbitrer ce deuxième tour. Voilà pour ce point sur le sondage. Un dernier mot, Éric, comment se passe la campagne à Avignon ? Eh bien, on va le savoir, ce sondage risque d'accélérer les choses. On peut déjà penser que des négociations vont avoir lieu, et si jusqu'à présent chacun campait ses positions en disant de toute façon on ne veut pas se projeter sur le second tour parce que c'est de bonne guerre, nous pensons y être forcément, on pense qu'aujourd'hui des tractations vont débuter. Merci beaucoup, merci Éric. On va revoir la une de Vaucluse Matin avec donc votre sondage spécial sur les municipales à Avignon avec donc Cécile L, talonnée par Anne-Sophie Rigaud. C'est à la une de Vaucluse Matin. Merci d'avoir été avec nous. On va clore cette page municipale, on va parler d'un autre sujet puisque c'est la tempête Xynthia. Triste anniversaire aujourd'hui, il y a 10 ans. Cette tempête Xynthia a balayé la France et à la Faute-sur-Mer, eh bien, le temps n'a pas effacé le cauchemar. En 2010, la tempête Xynthia avait causé 47 morts en France, dont 29 pour la seule commune de la Faute-sur-Mer. 10 ans après, la mémoire du drame est intacte dans la commune. Les blessures de Xynthia peinent toujours à se refermer. On va regarder ce reportage de Jonathan Dupriez à la Faute-sur-Mer. À l'Aiguillon, où elle habite désormais, Elisabeth Tabary prend grand soin de ses arbres. C'est des rescapés. Certains, comme cet olivier, figuraient dans son jardin avant la tempête Xynthia. Et là, c'est un souvenir de la faute.
J'attache beaucoup d'importance aux plantes et ça aussi c'est un souvenir de la faute. C'était la voisine qui m'a agi, il était tout petit. Vous voyez en 10 ans ce que ça donnait. Elisabeth Tabary était chez elle à la Faute-sur-Mer la nuit du drame. Comme de nombreux habitants de la Langue de Terre, entre océan et rivière, elle se retrouve prise au piège par la montée des eaux avec ses proches. On ne pouvait pas sortir, on était coincés. On voyait l'eau qui montait, donc il n'y avait aucun espoir. Hein. Quand ma famille a disparu, je me suis dit, bon, Elisabeth, c'est terminé. Allez, tu te laisses couler, ça sera plus rapide que d'attendre d'être noyée. Son mari et son petit-fils décèdent après plusieurs heures de lutte. Elle s'en sort par miracle. S'ensuivent des années de combat, entre deuil, démarches avec les assurances et batailles judiciaires. 10 ans après, pas un jour ne se passe sans qu'elle pense à la catastrophe. C'est important de ne pas oublier. Et puis c'est aussi un devoir de prévention. Parce que vivre dans le déni et dire ça va passer, non. Tandis que là, on est là en disant mais attention, danger. L'impératif de sécurité s'est imposé comme une évidence à Patrick Join. Élu en 2014 dans une commune déchirée quant à la responsabilité du maire précédent, il s'est efforcé de reconstruire les digues. 7 millions d'euros investis sur la durée de son mandat. Si la totalité des digues avait été mise au bon niveau avant Xynthia, on n'aurait pas eu 29 morts, tout simplement. Mais les deals restent lucides, ces aménagements ne peuvent pas à eux seuls exclure les risques. On a la chance d'avoir une digue de bonne qualité, solide. C'est le préalable nécessaire. Pour autant, il ne faut pas se cacher sur des situations de risque qui existent malgré tout. Autre priorité du maire, redonner un élan à une commune dévitalisée, à commencer par la zone du drame, surnommée par certains la cuvette de la mort. En 2017, cette étendue où 600 maisons ont été déconstruites a été transformée en golf. Pour Patrick Join, la commune a été redressée. Mais l'édile ne se représentera pas en 2020 conformément à ses engagements. Son successeur devra donc solder les contentieux en cours avec les assurances qui refusent toujours de couvrir la commune pour indemniser les victimes. C'est aujourd'hui environ 1 600 000 euros. Alors aujourd'hui, l'État l'a payé. Mais naturellement, l'État un jour va dire mais il faut que la commune me rembourse sa part, c'est 50%. En attendant la fin du feuilleton judiciaire, les familles des victimes entretiennent la mémoire des leurs, dans une ambiance loin d'être apaisée localement. Il y a encore des tensions évidemment entre certains clans. On entend encore dire que notre ancien maire, c'était pas de sa faute alors qu'il a déjà été condamné une première fois. Enfin, il a été condamné une fois, ce qui est insupportable pour certains que je représente. Et puis d'autres disent l'inverse. Donc effectivement, il y a une grande scission encore entre la population. Les commémorations auront lieu le 1er mars à la Faute-sur-Mer, commune la plus touchée. En 2010, la tempête Xynthia a fait 47 morts en France. Voilà pour ce reportage de Jonathan Dupriez à la Faute-sur-Mer. Romain Gaspard, est-ce qu'il y aura un avant et un après Xynthia finalement ? Oui, surtout pour cette ville, c'est évident, parce qu'ils ont perdu 600 habitants quand même dans cette histoire, tout des centaines de maisons détruites et un développement. Alors ils ont perdu des habitants parce que les maisons ont été rasées après. Parce que les maisons ont été rasées et une partie de ces habitants sont partis ailleurs, dans des villes à côté à côté. Et il y a eu un avant et un après parce que aujourd'hui ils s'en sont relevés, ils ont développé sur ces zones-là un golf, des activités commerciales. C'est une ville touristique dynamique aujourd'hui, mais ça reste marqué à l'intérieur de la ville par des tensions, par tout un plan de digues à remettre en place, à des investissements à faire. Il y a eu beaucoup de changements et de mesures prises depuis, et puis des tensions d'habitants qui se sont opposés à la destruction de leurs maisons, et donc une urbanisation assez surprenante dans la zone. Donc ça reste très fort. Et puis c'est un traumatisme qui ne s'efface pas en 10 ans. César, c'est vrai qu'après Xynthia, finalement, la question du risque a été prise plus au sérieux par les élus locaux. Oui, les catastrophes climatiques se multiplient avec des inondations qui vont arriver de plus en plus fréquemment. Et je ne sais pas si c'est en lien avec le 10e anniversaire de Xynthia ou pas, mais la ministre Elisabeth Borne a annoncé il y a 2 semaines un plan pour relocaliser les logements menacés par l'érosion maritime, soit selon les estimations du gouvernement que je retrouve entre 5 000 et 50 000 habitations estimées d'ici à 2100. Bon. On est en 2020, c'est dans 80 ans. Mais au moins, si on peut prendre le mal à la racine et trouver des solutions pour des gens dont les maisons risquent de tomber de la falaise ou menacées par une digue qui saute, c'est peut-être bien de s'y prendre dès maintenant pour reloger ces gens avant qu'il soit trop tard. Arnaud ?
Oui, mais ce qu'on paye dans ce type de catastrophe, c'est finalement des politiques d'urbanisation sans frein durant des décennies et des décennies qui étaient liées à un développement économique, un développement social tout à fait différent de ce que l'on vit aujourd'hui. C'est bien ce qui caractérise ce type d'événements. Depuis, bien évidemment, ce type d'épisodes climatiques qui sont quand même liés vraisemblablement au dérèglement climatique font qu'on est contraint de mettre en place des politiques de prévention qui prennent en charge ce type de risque, mais cela ne se fait pas sans mal, on le voit, parce que tout simplement, d'abord, il y a une demande très forte d'urbanisation qui existe aussi, et en l'occurrence, il faut pouvoir répondre à la demande. Les maires sont confrontés à cette question, et donc ils essayent d'y répondre. Et d'ailleurs, puisque Arnaud parle des mesures prises par les élus, sur le site de la Gazette des communes, Romain, vous faites le bilan des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics en matière de prévention. Oui, on a regardé tous les plans qui ont été pris, les moyens, et il y a deux éléments qu'on peut en tirer rapidement. Le premier, c'est que l'État et les élus locaux ont pris en main la rénovation des digues, les plans de prévention. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. On les cartographie et on montre tout ce qui a été fait. Par contre, il y a un problème de moyens qui est encore évident. On a vu sur la rénovation des digues une annonce de mois supplémentaires pour pouvoir l'appliquer parce qu'on ne tiendra pas les délais. Donc ça, c'est une vraie inquiétude. Et pour les élus locaux, c'est une vraie inquiétude. Et la deuxième inquiétude, c'est la question des compétences. Il y a beaucoup de ces compétences qui ont été transférées à l'intercommunalité. Et certains maires se sentent démunis et aimeraient avoir plus la main et maîtriser ces questions-là et avoir une meilleure aide de l'État. Donc tout n'est pas réglé, mais on a quand même un bilan plutôt positif depuis 10 ans avec beaucoup d'efforts qui ont été faits sur cette question. Et c'est-à-dire sur le site de la Gazette. Et je signale aussi une interview sur le site de la Gazette, interview de Stéphanie Bidot, c'est la directrice du Centre européen de prévention du risque d'inondation, qui dresse un bilan de ce qui s'est fait depuis Xynthia. Allez, avant de se quitter, on va accueillir un cinquième membre dans ce club, une cinquième membre, c'est Cécile Sixou. Elle est réalisatrice d'un reportage sur la loi bioéthique examiné au Sénat en début d'année. Avant de l'accueillir, pour qu'elle nous en parle, on va regarder un extrait de son reportage. Gilles voulait un enfant et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit je ne peux pas refuser à la personne que j'aime d'avoir, qu'il puisse avoir ce qu'il y a de plus cher au monde pour lui. Donc progressivement, j'ai dû me résoudre, je dis bien j'ai dû me résoudre à cette idée-là. Le Canada autorise la gestation pour autrui depuis plus d'une vingtaine d'années, donc avec un certain nombre de reculs. On a fait ce choix-là, on a trouvé une donneuse d'ovocytes, on a trouvé par l'intermédiaire d'une agence notre mère porteuse, donc Tracy. Tout le monde était d'accord qu'à partir du moment où il naissait, ses parents, c'était pas Tracy, c'était nous. Voilà, on est resté à peu près 6 semaines au Canada. Le Canada applique le droit du sol, donc il est canadien. Et donc dès qu'on a eu son passeport, on a pu rentrer en France. Gilles a un livret de famille où Merlin apparaît, mais pas moi. Donc juridiquement, aujourd'hui, je ne suis strictement rien pour mon fils, ce qui est parfois, enfin ce qui est même souvent toujours très dur. Il demande à son papa « Coucou ». Roucoucou, je peux voler jusqu'à la rivière ? Le papa hibou lui répond « Patience, mon petit bout ». Légalement, il n'a qu'un seul père, c'est moi. Donc ça veut dire que si un jour je pars en nom de mon fils, mon mari n'a aucun droit sur lui. Il ne peut réclamer aucun droit de visite, il ne peut rien réclamer. Et bonjour Cécile Sixou. Bonjour Ariane. C'est vous qui avez réalisé ce reportage. Vous avez suivi l'examen du projet de loi bioéthique au Sénat. Un projet de loi très dense avec une mesure emblématique, c'est l'ouverture à la PMA pour toutes les femmes. Dans votre documentaire, vous avez suivi Gwendoline. Elle a fait une procréation médicalement assistée. Racontez-nous. Oui, alors Gwendoline, elle a fait le choix il y a 2 ans de faire un bébé toute seule. Donc elle ne pouvait pas le faire en France parce que c'est interdit. Donc elle est allée en Espagne où elle a fait une PMA avec un donneur de sperme anonyme. Aujourd'hui, donc comme Gwendoline, il y a tout de même entre 2 et 3 000 femmes en France, seules ou en couple, qui vont à l'étranger faire une PMA. Ça coûte cher. Gwendoline nous a dit que ça lui avait coûté 6 000 €. Et pour elle, ça marchait, mais parfois ça ne marche pas, donc ça coûte beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, elle a une petite Adèle qu'elle élève toute seule. Et elle nous a dit que ce n'était pas facile tous les jours. Et sa fille, qui a 2 ans, commence à s'exprimer, à lui poser des questions. Et je vous propose d'écouter Gwendoline qui nous en parle. Et Adèle venait me voir en me disant « Maman, papa, maman, papa ». Donc il y avait le papa qui ressortait régulièrement. Donc c'est normal parce qu'en fait elle est à la crèche, il y a des papas qui viennent chercher leurs enfants. Vous prenez
80% des livres pour les enfants, il y a une maman et un papa. Donc voilà, il fallait lui expliquer qu'elle n'avait pas de papa, elle avait d'autres personnes dans sa vie, mais elle n'avait pas de papa. Donc elle raconte qu'elle n'a pas de papa, et justement l'absence du père, ça a été un des points clés des débats au Sénat entre les pros et les anti-PMA. Et je vous propose d'écouter l'un des nombreux échanges qu'il y a eu dans l'hémicycle. Aujourd'hui, quelqu'un peut-il prouver que l'absence de père n'a aucune conséquence? L'expérience personnelle que j'en ai tente à montrer que ça peut poursuivre un individu adulte toute la vie. Je suis très étonnée par ce qui est affirmé par certains collègues qui disent « Oh là là, mais c'est terrible, les enfants qui naissent de PMA sont en souffrance, le père, etc. » Mais les études de professionnels, notamment les psychologues, prouvent que ces enfants ne vont pas plus mal que les autres. Et finalement, Cécile, la PMA pour toutes a été adoptée au Sénat. Oui, Oriane, il y avait tout de même un doute, mais comme une partie de la droite avait dit qu'elle était ouverte, et notamment Gérard Larcher, le président du Sénat, ça a été voté, et même plutôt largement. Mais c'est après, sur la façon dont ça a été appliqué, que ça s'est corsé. Les sénateurs ont refusé que la PMA pour toutes soit remboursée par la Sécurité sociale. Et je vous propose d'écouter un extrait du documentaire où le sénateur socialiste Bernard Jomier, qui était donc co-rapporteur du texte sur la loi bioéthique au Sénat, nous dit ce qu'il en pense. Le message qui est envoyé est un message qui n'est, encore une fois, pas responsable, parce que c'est un message qui est contraire à l'égalité républicaine. C'est un message qui est un message de discrimination. C'est un message qui est de dire à certains, d'accord, on vous donne un droit, mais vous n'avez pas à l'exercer. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de la PMA qui a occupé une grosse partie des débats, mais dans le reportage, on aborde aussi les questions de GPA et de recherche, parce que je vous rappelle que quand même la loi bioéthique, l'objectif de cette loi, c'est d'encadrer les progrès de la médecine et la recherche. Merci beaucoup Cécile. L'intégralité de votre reportage est à voir sur notre antenne samedi, demain à 10h et dimanche à 12h30 et sur notre site internet publicsénat.fr. Allez, c'est à vous Quentin. On va terminer, on va regarder ensemble ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux. Et Quentin, la quasi-totalité de la presse quotidienne régionale qui consacre ses unes au coronavirus à l'image de La Voix du Nord. Et oui, exactement, une augmentation des cas en France, c'est ce qu'on peut lire, vous le voyez sur la une de La Voix du Nord, avec l'une des 38 personnes infectées dans l'Oise qui a été transférée à Lille, nous dit le quotidien. Pendant ce temps-là, un plan blanc, c'est un plan blanc, c'est qu'on déclenche en cas de catastrophe. Il est toujours en cours à l'hôpital de Creil. Le récit est à lire dans le journal, notamment avec ces 200 salariés des hôpitaux du département placés en confinement. Et on continue avec les unes consacrées au coronavirus. Absolument, mais avec un message essentiel à la une du Petit Bleu d'Agen. On se calme et on voit cette sagesse des journalistes de la presse quotidienne régionale qui écrivent « Il y a comme un vent de panique qui souffle et qui ne fait qu'entretenir une psychose qui n'a pas lieu d'être ». Allez, on passe au municipal, puisque c'est aussi dans vos quotidiens régionaux. On commence avec Nice Matin ? Oui, regardez, c'est la liste qui a été déposée. On en parlait tout à l'heure avec le dépôt qui se terminait hier. Et donc la liste de Christian Estrosi qui fait donc signe d'ouverture avec des Républicains, des LREM, des radicaux, des Modem, des UDI, nous dit le journal. Le sortant qui a donc dévoilé les noms de ces personnes qui vont l'accompagner lors des élections municipales avec des promus et des déçus. Les municipales à la une de l'Est-Éclair aussi. Voilà, avec ces 87 listes dans le département. Et on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a des endroits où il n'y a pas de candidat. Eh bien, il y a une commune, effectivement, Maison des Champs, où il n'y aura aucun candidat cette année, nous dit le journal. Allez, on termine avec un journal qui paraît tous les 4 ans. Oui, vous le connaissez, la bougie du sapeur. Je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, effectivement, puisqu'on a ce journal uniquement tous les 4 ans. C'est un quotidien qui paraît effectivement le 29 février. C'est quand même 200 000 exemplaires, ça je l'ignorais, qui sont tirés pour l'occasion. Et à l'intérieur, on peut lire des jeux de mots, des calembours. Voilà, on voulait les saluer puisque effectivement, c'est assez rare de les voir dans les kiosques. Mais c'est ça, voilà. Donc demain, 29 février. Merci beaucoup, Quentin. On va regarder vos unes rapidement. La une de la Gazette des communes, programmes électoraux, menu unique pour tous, Romain. Oui, c'est l'idée que les thématiques qui s'imposent sont partagées par une grande partie de l'échiquier politique et c'est souvent sur les mêmes propositions, la volonté d'une police municipale, des mesures d'écologie. Tout le monde fait ses propositions et donc on voit plus difficilement les différences partisanes. On regarde la une de la revue politique et parlementaire. Arnaud, on aura l'occasion d'en parler bien sûr. La une, c'est territoire sous tension. On termine avec la une de la tribune, les big tech grippés par le coronavirus.
coronavirus, c'est ça? Et oui, les GAFA sont aussi concernés par cette crise mondiale sanitaire. Et qui touche l'économie. Et à la une de la Tribune, Air France également, suppression 1500 emplois. Chez C'est Air une info La France. Tribune. Eh bien voilà, c'est à lire dans votre journal. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Merci Cécile Sixou. Nous on se retrouve lundi dans Bonjour chez vous. L'invité politique ce sera Nicolas Bay, le député européen membre du Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très bon week-end sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.